Leurs enfants d'Edith Wharton, dans la traduction de Louis Gillet. Chapitre 1er. Troué par les remorqueurs bouillonnants qui tiraient dessus à plein collier, le vaste paquebot des messageries commençait à glisser dans la rade d'Alger. Du haut du pont promenade, Martin Boyne jeta un regard sur la troupe des passagers qui obstruaient l'escalier des premières et lui offrait la revue de leurs visages inconsciemment levés. Pas une âme à qui parler. Allons, c'est bien ma chance. De la chance, il y a des voyageurs qui en ont. Ils n'ont qu'à prendre le train, à monter en bateau pour tomber sur un vieil ami ou faire, plaisir plus vif, une nouvelle connaissance. Ces gens-là se découvrent toujours pour voisins de cabine ou de compartiment une étoile en voyage, un châtelain illustre, un collectionneur réputé, un original singulier. Mais ce dernier gibier, s'il est toujours le plus amusant, est aussi l'oiseau rare. Le grand-oncle Édouard, par exemple. Elles étaient célèbres dans la famille, les aventures de l'oncle Édouard. Chez lui, en Amérique, dans son mobilier solennel de Boston, c'était l'ennui personnifié. Mais dès qu'il mettait le pied à bord ou qu'il prenait le train, ou bien la diligence dans sa lointaine jeunesse, aussitôt, le destin s'amusait à le désigner pour devenir le héros d'une rencontre plaisante. C'était Rachel, dans sa légendaire et lamentable tournée à travers les États-Unis. C'était Ruskin sur le lac de Genève. C'était le doyen de Canterbury, qui surgissait à point nommé comme l'oncle Édouard contemplait, avec toute l'émotion qui convient, le monument du prince noir, ou bien le duc du Devonshire, celui de ce temps-là, qui survenait juste au moment où l'oncle posait poliment une question insignifiante au maître d'hôtel qui lui faisait visiter Chatsworth. Et instantanément, Rachel envoya à l'oncle une avant-scène pour la soirée de sa fatale première au théâtre de Boston. Ruskin d'inviter l'oncle à passer un mois à Venise. Le doyen s'empressait de le loger au chapitre. Le duc le suppliait d'être son hôte à Chatsworth. Cependant, l'oncle, si on le pressait sur ses grands souvenirs, répliquait doucement avec son sourire gelé. « Rachel, beaucoup de talent, mais un vrai laideron. » Ou bien « Le duc, on n'était pas plus simple et plus aimable. » Ou « Il n'y a pas à dire, Ruskin avait tout à fait l'allure d'un gentleman. » Telles étaient les impressions produites sur l'oncle Édouard par ses succès incomparables sur la grande scène du monde où, pendant 60 ans, il avait promené son éternel sourire et son regard aveugle. Ah, si Martin Boyne avait été à sa place. Il était homme, lui, à ne laisser échapper aucune nuance du plaisir. Toute la grappe, il l'aurait pressée sans en rien perdre. Boyne était un voyageur qui avait beaucoup couru le monde, et que son métier d'ingénieur avait conduit dans plus d'un endroit singulier. Seulement, il avait beau faire, quoique toujours à l'affût d'une rencontre agréable, il avait eu le malheur de ne jamais en faire. Non, certes qu'il n'eût pas le goût de l'aventure, ce sont les aventures qui ne voulaient pas de lui. Et quand le roman bout d'un homme qui a passé la quarantaine, il n'y a plus guère de chance pour que cela change. « Ça doit tenir à mon nez », se disait-il le matin même en se faisant la barbe dans la spacieuse cabine qu'il occupait sur le pont du paquebot des messageries. Et non, évidemment, ce n'était pas un nez fait pour les aventures, un de ces nez entreprenants qui ne se gênent pas pour se mêler des affaires d'autrui. Et les deux yeux très écartés, abrités et volontiers mi-clos quand il voulait y regarder de plus près, ses yeux étaient d'un gris réservé et douteux qui n'était pas fait pour donner à ce nez beaucoup d'encouragement. « Allons, comme d'habitude, personne qu'en vaille la peine, » grommela-t-il à mi-voix, car la journée était si belle, le port d'Alger si étincelant de lumière et de chaleur, lui-même se sentait si léger et si plein d'entrain, c'étaient ses vacances, les premières depuis des mois de dur labeur, qu'il avait peine à croire qu'il fût le même homme. Il n'avait plus les mêmes yeux qu'il avait tout à l'heure pour se regarder dans la glace. Le regard méfiant et circonspect du monsieur de 46 ans, qui manifestement a passé l'âge de la surprise et du roman. Voilà ma veine. Encore, si je reste seul dans ma cabine, c'est ce qui peut m'arriver de mieux pour le reste de la croisière, se dit-il philosophiquement, s'attachant à la perspective d'une quinzaine de solitude et de pleine mer avant l'incertitude de ce qu'il attendait à la fin du voyage. Et elle, que je n'ai pas revue une fois depuis 5 ans, se dit-il, avec cette sensation de creux à la ceinture que donne l'anxiété prolongée.
Les passagers continuaient à monter. Boyne se pencha pour regarder la fin de la queue, mais cette fois avec un plissement des yeux et une faible dilatation de ses prudentes narines. Son attention venait d'être attirée par une toute jeune femme ou jeune fille, toute mince et qui portait sur le bras un gros bébé joufflu. L'enfant était au moins 2 fois trop lourd pour elle et à demi assoupi, mais elle penchait son visage sur le sien avec un regard de sollicitude qui arracha à Boyne un murmure d'admiration. Diable, si j'étais plus jeune. À 46 ans, le cœur des messieurs ne bat plus à la vue d'un joli visage aussi souvent qu'à 20. Mais quand cette vue les frappe, le coup est beaucoup plus fort. Du reste, Boyne n'était pas un amateur de jolies femmes. Il était plutôt curieux de gens intéressants, et il eut comme de l'humeur à se voir distrait dans cette recherche par quelque chose d'aussi étranger à son état présent que pouvait l'être un excès de jeunesse et de grâce pathétique. Pauvre petite, cet enfant est beaucoup trop lourd pour elle. On l'aura mariée en sortant de nourrice, quel crime! Le jeune visage, tout en s'élevant, continuait à se pencher sur l'enfant, et les épaules délicates se voûtaient sous leur fardeau, à mesure que l'encombrement obligeait la flûte personne à garder sa position incommode à mi-chemin de l'escalier. Une nurse de style correct, coiffée du bonnet et du voile classique, lui toucha l'épaule comme pour lui offrir de la relayer, mais elle ne fit que resserrer le bras autour de l'enfant, sur quoi la nurse, se penchant à son tour, prit dans ses bras une fillette de 4 ou 5 ans à cheveux carottes et habillée de couleurs voyantes qui la faisaient ressembler à une petite bohémienne. « Quoi? Encore une? Mais c'est de la barbarie. Ça devrait être défendu. » Ici, l'attention de Boyne fut divertie par le passage d'un garçon qui lui demandait où désirait que sa chaise fût placée. Il se retourna pour régler cette petite affaire et lut sur le dossier de la chaise voisine une carte au nom de Madame Clive Water. Clive Water. Boyne avait comme une vague impression que ce nom lui était connu. Mais oui, voyons, bien sûr. Fallait-il être loin du monde, toujours au diable, en Argentine, en Australie, puis en Égypte? Depuis la guerre, ah vraiment. Fallait-il ne plus être à la page et avoir oublié les figurants du quadrille mondain de New York pour avoir hésité ne fût-ce qu'un instant à repérer Clive Water, ce grand rougeau de Chicago, son camarade de Harvard, plus tard une des grandes vedettes de New York des milliardaires. Clive Water, parbleu, le type dont tout le monde dit avec déférence, il a des intérêts partout. Des intérêts de Water. Boyne s'en souvenait à présent d'en avoir rencontré jusqu'au fin fond de l'Argentine. Actuellement intéressé surtout, disait-on, dans les affaires Ritz et les autos de grande marque, et aussi propriétaire de yachts, marié en tout cas. Là-dessus, pas de doute. La mémoire revenait à Boyne. Maintenant il se rappelait tout. Clive avait épousé, voilà quelques 16 ou 17 ans, cette jolie petite Mervyn de New York, Joyce Mervyn, un des flirts de Boyne dans les bals d'un lointain hiver, peu après sa sortie de Harvard. Joyce Mervyn. Elle lui avait écrit pour lui annoncer ses fiançailles, et avait glissé dans l'enveloppe une photo de Kodak qui la représentait, avec un « Au revoir, Martin » griffonné en travers. Est-ce qu'elle aurait eu un caprice pour moi? Se demanda Boyne. Bon, la question ne se posait pas, j'étais beaucoup trop gueux. Et voilà qu'ils allaient se trouver voisins pour 15 jours, sur la mer enchantée, entre Alger et Venise. Il se rappela le visage qu'il avait contemplé le matin en se faisant la barbe et se dit « Je parie qu'elle est toujours la même. Les jolies femmes ne changent pas. Mais moi, je suis bien sûr qu'elle ne va pas me reconnaître. » Cette pensée n'était pas gaie, mais elle avait tout de même un côté rassurant. Cela lui permettrait de regarder incognito et de faire déplacer sa chaise sans insister, s'il n'était pas content de l'examen. Le paquebot avait, d'un frisson de ses larges flancs, secoué son essaim de remorqueur et de voilier comme une bande d'insectes, et maintenant, la grande plaine bleue s'étendait devant sa proue tournée vers l'Orient. Boyne prit un roman, descendit sa casquette sur son nez et s'arrangea sur sa chaise longue en attendant Madame Water. « C'est bien, c'est très bien », dit près de lui une voix flûtée. Boyne releva brusquement la tête et vit à quelques pas la jeune personne trop mince qui portait le matin le bébé trop lourd sur l'escalier. Elle s'arrêta, jeta un regard de son côté sur la rangée de chaises longues, fit un signe au garçon
et disparut par la porte d'un appartement de luxe situé à l'avant. Ce fut l'espace d'un instant, mais cela suffit pour donner à Boyne un aperçu d'une petite figure pâle avec des sourcils inquiets qui se crispaient sur des yeux noisettes trop sérieux et trop larges, et une bouche très rouge toute prête, sous le moindre prétexte, à éclater d'un rire d'enfant. Il n'eut pas le temps de se demander si elle était jolie ou non. Il y avait trop de choses dans ce visage pour lui en laisser le loisir. Sur le seuil de la cabine, il entendit la petite voix pressée et ferme qui disait à quelqu'un qu'on ne voyait pas: « Nounou, as-tu donné à Chip son sirop Benja? Est-ce qu'on sait qui est dans la cabine avec Terry ?» Elle s'y entend, la petite maman, pensa Boyne, tout en se demandant si tout de même ce n'était pas bien tôt pour que le souci maternel vînt mettre son ombre sur un front si jeune. « Excusez, monsieur, il y a un passager inscrit pour l'autre place de votre cabine. » Le garçon repassait, chargé d'une paire de valises élégantes et d'un rouleau de couverture. « Allons bon, c'était fatal, » grogna Boyne en se préparant à suivre le garçon. « Et qui est ce passager ?»« Water, il y a écrit Water sur les bagages. » Ça, pour le coup, c'était amusant. Madame Clive Water pour voisine de chaise longue et son vieux copain de Harvard pour voisin de cabine. Sans être transporté de plaisir, Boyne éprouva du moins un petit mouvement de curiosité devant cette combinaison imprévue de circonstances. Comme il se retournait, il aperçut un petit garçon qui, sur le seuil de la cabine, l'examinait sans d'ailleurs aucune espèce d'embarras. « Parfait, » dit l'enfant tranquillement. Il parlait d'une petite voix de tête, point plaintive ni efféminée, mais fluette et un peu lasse, comme toute sa mince petite personne. Boyne lui donna 11 ans et le trouva trop grand, l'air trop raisonnable pour son âge. Sans doute une conséquence de cette fragilité physique que venait de trahir la voix du petit garçon. Il portait un costume de collégien anglais, mais il ne ressemblait pas à un petit anglais. On devinait tout de suite en lui un jeune cosmopolite, affiné, usé déjà par le contact de trop de civilisations diverses, ou plus simplement par le séjour de trop d'hôtels. « C'est moi, monsieur, qui vais être votre voisin de cabine. »« Ah, » fit Boyne, « je croyais que ce serait votre père. Je connais votre père. Nous avons été camarades à Harvard. » Le petit Water ne manifesta qu'un faible intérêt pour ce renseignement. « Voulez-vous être assez aimable pour me rappeler votre nom ?» demanda-t-il pourtant, comme pour s'acquitter d'un devoir de société. « Boyne, Martin Boyne. Mais il y a si longtemps que je n'ai vu votre papa que peut-être aurait-il peine à me reconnaître. »« Ma foi, » remarqua Water fils, « si papa était ici, je n'y serais probablement pas. Ce n'est pas souvent qu'on est ensemble avec papa. » Une blondine du même âge, mais de teint plus chaud, venait de pénétrer dans la cabine et passait le bras sous celui de son frère. « Je te cherche partout, » dit-elle. « C'est Judith qui m'envoie. »« Eh bien, tu lui diras que je suis avec monsieur. » La fillette releva des cils extrêmement épais et appuya sur Boyne le regard d'une paire d'yeux gris immenses et charmants. Puis elle fit la moue et regarda son frère. « Tu crois, Terry, que tu pourras, pendant 15 jours ?» Le petit garçon rougit et se dégagea vivement. « Ta bouche, bébé, » lui dit-il sévèrement. « Je vais dire à Judith de graisser la patte au garçon. » L'enfant bondit avec colère. « Veux-tu te taire quand je te le dis? Monsieur est un ami de papa. »« Ah » murmura la petite fille, et elle ajouta, après un nouveau regard sur Boyne, « Eh bien, on ne le dirait pas. »« Blanca, veux-tu me faire le plaisir de sortir ?» La petite recula, les lèvres frémissantes, battit en retraite, toute confuse, et s'enfuit. « Ne faites pas attention, monsieur, ce n'est que ma sœur jumelle, » dit Terry Water en guise d'excuse. Il acheva de passer en revue la cabine, puis sortit à son tour et se lança à la poursuite de la coupable. Boyne regagna sa chaise longue et son livre, mais quoique ce livre ne fût pas particulièrement ennuyeux, il ne put s'empêcher de guetter du coin de l'œil la chaise vide qui portait le nom de Madame Water. Sa curiosité avait grandi démesurément, depuis que le hasard lui avait fait rencontrer ses enfants, et au souvenir d'autrefois, il découvrait dans la fille de Madame Water une ressemblance à la fois criante et pourtant lointaine avec la mère.